Bonjour à toutes et à tous, on est en forme ce matin, mettez-vous d'accord avec aujourd'hui Alexandra Spiner, bonjour conseillère régionale LR d'Île-de-France, bonjour Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel, c'est un nouveau média sur Internet, d'enquête et d'investigation, vous êtes journaliste. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, bonjour. Bonjour c'est une agence de communication et vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Jean-Claude Beaujour, bonjour, avocat, président du Forum Transatlantique. Merci à vous d'être là. Bonjour, on va évoquer Silvio Berlusconi. Que représente-t-il pour vous? Que représentait-il pour vous? On va parler de cette écologie radicale, on va parler des déserts médicaux, de l'écriture inclusive, bref, beaucoup de sujets aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de tout traiter. Jean-Claude, on n'en a pas parlé hier. Vous vouliez revenir sur ces enfants qui ont survécu dans la jungle. Oui, un coup de cœur pour ces 4 enfants. Vous savez, parfois on dit chance et parfois il faut juste croire au miracle. Parce que, tout d'abord, ils ont survécu à 2 choses. Un accident d'avion. Un accident d'avion, c'est pas un accident de voiture, c'est quand même psychologiquement c'est très dur. On se voit sur quelques secondes à minima mourir, etc. Donc survivre à ça, c'est déjà un coup de chance. C'est survivre au décès de leur maman, des enfants jeunes, on le rappelle, entre 1 et 13 ans. Donc des enfants extrêmement jeunes. Survivre au décès de la maman qui n'est pas morte tout de suite, elle est morte après 4 jours de souffrance, ce qui veut dire que les enfants ils ont assisté et ils ont eu le courage, vous savez, vous vous rendez compte à cet âge-là, se dire à un moment donné c'est fini. C'est fini, à cet âge-là, on n'a pas quand même l'habitude de voir des personnes décédées en permanence. Se dire c'est fini, on la laisse derrière parce que nous, il nous faut vivre. Il nous faut vivre. Mentalement, c'est une construction. Alors évidemment, survivre dans la jungle, même si on a dit que ce sont les enfants, ce sont des peuplades qui ont l'habitude, le rapport à la nature, ils connaissent. Moi, je pourrais pas, je sais pas si vous, mais moi, je pourrais pas survivre comme ça parce qu'on ne sait pas quel fruit manger, on sait pas. Ils ont ces réflexes-là. Mais malgré tout, c'est non seulement un exploit humain, mais en termes de résilience, en termes d'espérance de vie, c'est un vrai message pour nous. Moi, je dis chapeau. C'est juste de l'admiration parce que chapeau en termes de mental. Mental. C'est juste ça, s'accrocher à la vie. Donc vous voyez, lorsque nous parfois nous chicanons pour 3 fois rien, qu'on baisse les bras parce que combien il y a telle chose, alors ça nous embête et puis ça vous emmène à relativiser beaucoup de choses. Voilà. Mais il y a un très bon article, je crois que c'est dans le Parisien ce matin, qui explique un petit peu comment fonctionnent ces peuplades, ces tribus, et que depuis leur plus tendre enfance, les parents, les mères en particulier, racontent des histoires sur la forêt. Donc on les a retrouvés avec des bandelettes au pied. Donc elles savaient qu'il fallait. Elles ont pu chercher, récupérer des éléments pour pouvoir faire ces bandelettes. Mais néanmoins, il y a des animaux sauvages, des guépards, des jaguars. Il y a une des hypothèses, c'est encore une hypothèse parce qu'il faut se garder d'aller trop rapidement, ils auraient dormi une partie du temps en hauteur et non pas à hauteur du sol, ce qui nous viendrait pas à l'idée quand on n'a pas l'habitude. Et donc ça nous rappelle, voyez, on parle de régionalisation, on dit la vie dans nos campagnes. C'est vrai que finalement nous sommes devenus tellement citadins qu'on a perdu tous ces réflexes. On n'a plus, je plaide coupable, mais on n'a plus du tout cela. Et on oublie de le valoriser aussi. Et oui, vous avez raison Alexandra, on oublie de le valoriser. Parlons des héros. Oui, on a besoin de parler des héros. Nous, ici à Sud Radio. Voilà. Noémie, coup de projecteur sur un phénomène. Ouais, vous avez peut-être vu ce dossier, moi ça m'a passionné, c'est le dossier qui a fait la couverture du Point ce week-end, qui s'intitule « Pourquoi les jeunes ne font plus l'amour » et qui tente d'expliquer la baisse de la sexualité chez les jeunes générations. C'est passionnant parce que c'est une façon finalement de comprendre la France sous nos yeux, mais dans son intimité, dans ses désirs, dans ses draps. Donc il y a une enquête de l'IFOP qui montre que 43% des jeunes de 18 à 25 ans n'ont pas eu de rapport sexuel en 2022, selon donc un sondage IFOP. Ils étaient 22% en 2015. C'est un vrai phénomène de récession sexuelle et c'est un phénomène qui n'est pas que français. Aux États-Unis, les constats sont les mêmes et donc évidemment
se pose la question des raisons qui sont évoquées dans ce dossier. Alors, il y a la massification de la pornographie. Par exemple, Pornhub est plus regardé que Netflix. 2 milliards et demi de visiteurs annuels contre 2 milliards, il faut imaginer. Une augmentation du plaisir solitaire, notamment chez les femmes, des marchés des accessoires sexuels, etc. Tout cela est vrai, mais il me semble qu'il y a un élément qui n'est pas évoqué dans ce dossier, qui me paraît très important, qui me paraît fondamental. Peut-être parce qu'aussi il est plus difficile de le quantifier, c'est un élément idéologique, c'est les conséquences du discours néo-féministe sur la rencontre entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en présentant, à mon sens, systématiquement les hommes comme des prédateurs, les femmes comme des victimes, eh bien ce discours participe aussi à saboter la rencontre entre les hommes et les femmes. Vous dites qu'il y a une difficulté aujourd'hui chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes de se retrouver, tout à fait, en ayant peur l'un de l'autre. Oui, absolument, j'en suis persuadée. Mais aussi parce qu'on leur impose un nouveau modèle social. Oui. Et c'est compliqué de réinventer l'amour dans un contexte totalement nouveau, dans des relations femmes-hommes qui sont complètement chamboulées. Oui, je pense que c'est mais ce que dit Noémie est juste, pour avoir parlé avec des jeunes femmes de 30 ans, il y a cette idée du patriarcat, de l'homme dominant, de l'homme qui est un ennemi, etc. C'est assez intéressant, je sais pas, messieurs. Mais il y a plein de mecs qui n'osent juste plus draguer ou aborder une fille, puisque lui dire je te trouve belle ou je vous trouve belle pourrait paraître ou sembler être une agression. Donc effectivement, quand on commence là, c'est difficile ensuite de finir jusqu'à un acte. Oui, je crois qu'il y a tous ces phénomènes. Il y a aussi le phénomène des carrières professionnelles qui font que les gens ont de moins en moins le temps de se rencontrer. L'autre jour, je discutais avec une jeune femme qui me disait, mais je démarre ma carrière et puis après, je dis, vous savez, vous aurez toujours dans votre carrière de très belles opportunités. Et si vous attendez d'être, comme vous dites, stabilisé pour pouvoir construire une relation, le risque, c'est que vous preniez beaucoup de retard à l'allumage et après, on se retrouve, moi je rencontre beaucoup de jeunes femmes, de femmes qui gagnent très bien leur vie, et quand on dit très bien, parfois c'est au-delà des 5 000 euros, 6 000 euros, et qui me dit, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre de passer mes vacances toute seule, je suis prête à payer le billet de train, louer la maison, etc. pour ne pas, et inviter quelqu'un avec moi, parce que j'en ai assez d'être toute seule, j'en ai assez d'être enrhumée comme par hasard à Noël, parce qu'il va, les uns et les autres partent en famille, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, et donc de me retrouver toute seule. Donc oui, le phénomène dont on a parlé autour de cette table, les carrières, le stress que nous donnons, nous n'avons qu'un vocabulaire de stress, par exemple. Le rapport au travail est très compliqué, on ne parle que de difficultés. Tout cela fait que on n'a plus le temps de se poser et de juste prendre, parce qu'il faut aussi du temps pour se rencontrer. Le Covid, je pense, a changé non seulement notre rapport au travail, mais aussi notre rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'autre est devenu totalement inaccessible, lointain et... le contact, le zoomable, se serrer la main ou se faire la bise devient un sujet. Mais c'est un vrai sujet de fond qui est en cours depuis plusieurs années, même aux États-Unis, les asexuels. Tout à fait, on parle de plus en plus d'asexuels. Alors ça représente, selon l'enquête du Point, entre 1 et 3% de la population, ce qui est peu, mais il y a de plus en plus de papiers là-dessus dans le monde. Il y a eu des portraits des asexuels, etc. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et c'est une forme de démission aussi du désir, du rapport à l'autre. Pour moi, ça signifie quelque chose. Sur soi, tout à fait. Sur le moi. C'est vraiment le règne de l'individualisme, mais poussé à son paroxysme, puisque la rencontre, c'est par définition aussi le rapport à l'autre. J'en profite pour glisser ce chiffre absolument effarant qui concerne les jeunes. 30% des jeunes pilotes de scooters, 16 à 30 ans, avouent avoir déjà regardé une série en roulant. C'est les chiffres de la 3e édition du baromètre massif Ipsos dévoilé dans Ouest France. Vous imaginez, 30% des 16-30 ans regardent des vidéos. Ça, c'est aussi un autre phénomène, c'est-à-dire l'incivilité. Ce matin, en venant, il y avait un camion arrêté, il y avait une place devant lui, ça me rend dingue. Les camions de livraison qui s'arrêtent au milieu de la rue, en particulier la Poste, qui s'arrêtent au milieu de la rue pour faire leur livraison plutôt que de se garer. Mais là c'est un autre phénomène qui est totalement délirant, quoi. Je pense, Valérie, que le chiffre doit être encore bien
plus important, alors c'est peut-être un peu moins dangereux, mais quand même, chez les piétons, et là ça ne doit pas concerner que les 15, 25 ou 35 ans, nombre de gens dans la rue. Si vous arrêtez au milieu du trottoir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, ils sont sans aucune conscience de ce qui se passe. On parle des vélos, enfin les cyclistes ou les gens en scooter, certains ont jusqu'à 3 téléphones devant eux. Donc c'est qu'à un moment ils les regardent, peut-être pas pour regarder des séries, mais certainement en tout cas pas pour être attentif à la circulation, aux autres automobilistes, aux piétons. Donc ce monde de l'écran est très dangereux dans la circulation. On se retrouve dans un instant, on va parler de ces écologistes qui saccagent des cultures maraîchères au nom de la sauvegarde de la terre, du climat. On y revient dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on continue notre tour de table. Peut-être juste avant un coup de cœur pour François Braun, une fois n'est pas coutume, puisqu'il vient d'interdire le HHC. C'est ce dérivé du cannabis qui était en vente libre, extrêmement... c'est un produit stupéfiant. Il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, on attend qu'il interdise comment ça s'appelle, les puffs, ces petites cigarettes. Les vapoteuses. Pas les vapoteuses, ce sont des petites cigarettes à la grenadine, au caramel, à la vanille, que fument les enfants. Et qui banalisent le danger de la cigarette. Donc on attend ça, mais en tout cas, c'est chose faite et c'est vrai que c'était très important de le faire. Alors, il y a eu une battle ce matin entre Frédéric et Alexandra, puisque vous aviez le même coup de gueule. Honneur peut-être à... Bon, allez, Frédéric, elle est grande seigneur, seigneur.e, grande seigneur. J'aurai une date. Voilà. Donc un coup de gueule. Une date de coup de gueule, voilà. De coup de cœur. Alors, du coup, ça va pas être un coup de gueule, ça va être un triple coup de gueule, parce que moi, ça va être un coup de gueule contre les écologistes violents, parce que j'ai rien contre les écologistes, les autorités et les médias. Pourquoi ? Ce week-end, le mouvement Soulèvement de la Terre a encore frappé. Alors frapper, pour moi, c'est le mot juste, parce que derrière ce nom faussement bucolique de Soulèvement de la Terre, en fait, se cache un collectif d'activistes, anonymes évidemment, qui s'illustrent par la violence en meute. Ces justiciers autoproclamés de l'environnement pratiquent violation de propriété, destruction de biens et vandalisme. Ouais. Alors je dis pas que leur combat n'est pas légitime, parce que pour moi, c'est même pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas leur combat, c'est leur méthode. Ouais. Même si le combat, ce week-end, ils ont quand même saccagé des fermes qui faisaient de l'expérimentation sur du muguet bio ou sur de la plantation de salade avec moins d'eau et sans pesticides. Donc on s'imagine quand même que c'est assez stupide de se dire écologiste et d'aller détruire ce genre d'expérimentation. Non, c'est pas leur combat que je critique, c'est leur méthode, la violence, la destruction et le vandalisme en réunion. Vandalisme en réunion, c'est plus gravement condamné que le vandalisme tout court. Alors, approchez-vous du micro, Jean-Claude. Oui. Avec ces méthodes-là, moi je me pose une question, c'est est-ce que donc nous aussi on peut rentrer chez eux et tout saccager chez eux ou sur leur lieu de travail? Est-ce que c'est ça la société qui nous propose? En tout cas, c'est l'exemple qu'ils donnent, c'est l'exemple qu'ils montrent. Donc on verra si certains vont s'amuser maintenant à aller aussi chez eux anonymement, tout saccager et en toute impunité. Parce que toute impunité, pourquoi? Parce que y a pas les autorités, les autorités ne font pas grand-chose. Et ça, c'est le coup de gueule dans le coup de gueule. Rien ou pas grand-chose. Le mouvement, il devait être dissous après le saccage d'une usine en décembre dernier, puis après les violences de Sainte-Soline. Enfin, la dissolution, on l'attend toujours. La justice, elle fout pas grand-chose. En 10 ans, il y a eu plus de 35 saccages du même type, pas forcément par ce mouvement-là. Il y a eu une seule condamnation très symbolique. Donc, vraiment très symbolique. Oui. Donc la justice, elle laisse plutôt faire. Et les médias, ils ont leur part de responsabilité, parce que les médias, ils donnent un écho très faible aux exactions qui sont menées. En revanche, ils donnent un écho assez important à ce discours radical et sans aucune contradiction. Donc moi j'ai envie de leur dire, les gars, continuez en fait, parce que vous ne risquez rien, si ce n'est de passer à la télé, et comme c'est ce que vous cherchez, ça fait un bon coup de com. Bravo, nous on compte et on paye. Alors c'est cela que Gérald Darmanin avait qualifié d'éco-terroriste. Alors le ministère de l'Intérieur, juste pour préciser, indique que la procédure contradictoire de dissolution a bien été engagée. Mais vous savez, la dissolution, très bien. Petit pas. La dissolution, ça ne change rien, parce que
sur le fond, ils vont se réinventer sous un autre nom. Ouais. Mais il faut revenir à la source de tout ça. Moi, je pense vraiment que l'abandon de Notre-Dame-des-Landes par Édouard Philippe a signé la victoire des zadistes contre l'état de droit. Voilà. Sans cesse décisions de justice, des délibérations de conseils municipaux, un référendum local. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. C'est la victoire de l'insoumission et l'insoumission à la loi, l'insoumission aux décisions administratives. Et on laisse, au fond, ces gens nous terroriser. Voilà. Et je vous invite tous à aller voir les sanctions. Ouais. Elles sont dérisoires, c'est ce que vous disiez à l'instant, dérisoires. Donc on peut s'interroger sur la volonté réelle politique. Ouais. C'est l'impuissance politique. Et le politique a peur. Le politique a peur. Oui, parce qu'il y a toujours un procès fait en ringardise. Moi, je pense que ces gens ne sont pas des écologistes. Et puis surtout, c'est la tyrannie de la minorité. La tyrannie de la minorité. Non, ce sont des terroristes. Ce sont des violents, ce sont des voyous. Et je pense qu'il faut les traiter comme tels, tout simplement. Jean-Claude Beaujour. Tout à l'heure, on disait il y a des responsables, il y a 3 responsables, il y a un 4e responsable. Le 4e responsable, j'ai envie de dire collectivement, c'est nous, les uns et les autres. Nous ne militons plus. Vous voyez, nous sommes autour d'un plateau radio, on dit qu'on n'est pas d'accord, et ce que dit Alexandra et ce qui a été dit avant est parfaitement juste. Au nom, ce sont des gens qui s'autoproclament, ils ont décidé qu'ils fixent une règle. Alors c'est eux qui vous disent lorsque c'est bien, lorsque ce n'est pas bien. Il y a une sorte d'autoproclamation de la générosité débordante, et nous serions des criminels de guerre, parce qu'on est vraiment, les autres concitoyens sont traités comme des criminels de guerre, et donc vous entendez toujours oui, ils ont fait telle chose, mais, c'est-à-dire que il y a une justification. Non, il n'y a pas de justification. Et quand je dis que nous sommes le 4e groupe, nous sommes dans les réunions privées, dans les salons, dans les trucs, on dit qu'on n'est pas d'accord. Mais est-ce que nous militons, Valérie ? Non, on ne milite plus, on se contente de pousser des coups de gueule, mais nous sommes trop nombreux à ne pas être d'accord et à ne pas parler. Nous avons besoin d'être plus vocal. Or ça, nous ne le faisons pas. On se contente de dire c'est scandaleux, de dire qu'on n'est pas d'accord, mais il nous faut recommencer effectivement à militer, parce que face à ces gens-là, ça n'est que le rapport de force qui fonctionne. Je pense que c'est censé être les partis politiques qui sont censés militer. Le commun des mortels n'est pas forcément mais citoyens. Mais si nous pouvons militer, y compris retourner dans les groupes. Du matin au soir pour certaines causes. Je comprends ce que vous dites, il faut faire entendre la voix de la majorité silencieuse, parce que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez raison Valérie, on parle de tyrannie de la minorité, c'est les minorités qui veulent imposer leurs lois. Et d'ailleurs, mais quand vous avez une militante écologiste comme Camille Etienne qui fait le tour des médias, qui explique que 3% de la population peut faire sa loi et imposer au reste du monde sa loi et ses directives, et que personne ne lui dit rien sur les plateaux de télévision, on peut comprendre que déjà il y a un problème. Donc vous avez raison, il y a une majorité qui doit pouvoir s'exprimer, et puis un respect de la démocratie quand même, un minimum. C'est ce que je dis. Normalement, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est pas aux gens de militer, mais par contre, il faut qu'il y ait un discours qui soit entendu, et qui soit un discours qui soit celui de la majorité démocratique. Mais Noémie, quand je dis militer, j'ai pas dit dans notre coin, mais retrouvons les groupes, faisons savoir. Nous avons des tas de moyens. Quand on dit les médias il y a des tas de gens qui ont la plume ici, qui ne l'apprennent pas comme par hasard. C'est faible par rapport. Ou qui l'apprennent. Ou qui l'apprennent. Mais ceux qui l'apprennent sont quelques minoritaires courageux, alors que nous sommes une majorité. Oui, l'état de droit, c'est aussi cela. C'est de dire qu'il y a des institutions, ou alors vous me dites qu'il n'y a plus d'institutions, et que le moindre type dans la rue avec 3 gus, eh bien il décide que la règle c'est celle-là et que je vais devoir me plier. Ok, si c'est cela la démocratie, si c'est ça l'état de droit français, dites-le moi tout de suite pour que je puisse prendre mes responsabilités. Mais me dites pas qu'il y a des décisions de justice qu'elles ne sont pas appliquées. J'en sais quelque chose comme avocat, où vous avez des décisions d'expulsion, l'État n'intervient pas. Depuis plusieurs années, l'État n'intervient pas parce qu'on a peur. Et vous savez, si en face les squatteurs faisaient un peu de bruit, on aurait tellement peur d'un incident qu'on ne fait rien. Et les squatteurs en jouent. Je suis tout à fait d'accord. En réalité, on s'aperçoit que la démocratie profite aux ennemis de la démorcratie. Exactement. Et c'est ça notre sujet. Mais ça va être un peu le même sujet sur l'écriture inclusive. C'est aussi une... je fais le parallèle, mais c'est quand même une minorité qui est en train d'essayer d'imposer... C'est une minorité très agissante. Oui, très agissante, et très terrorisante. Mais on peut employer les mêmes mots. Oui. On peut employer les mêmes mots. Mais
Pardon, juste pour terminer. Je pense qu'il faut Alexandra aussi Spinner. Inciter les citoyens à ne pas vivre sous cette terreur intellectuelle. Voilà, tous les procès qui sont faits, que ce soit les procès en islamophobie, les procès en ringardise, les procès en racisme, les procès... Il faut résister et militer. Je pense que c'est très important, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il y ait un sursaut collectif, parce qu'on s'aperçoit bien que là, on est en pleine déliquescence de tout ce qui constitue notre socle commun. Refuser la justice de la rue pour la justice du droit, quoi, ce qui fait notre socle commun, quoi. Ouais. Le problème, c'est que ce sont toujours des... Entre Jean-Claude et Alexandra, sur le fait qu'il n'y ait plus de militantisme, je suis 100% d'accord, il n'y a plus de cet engagement militant de la part de tout un chacun. Les gens que je cite, pour moi, ce ne sont pas des militants, ce sont des casseurs. Ouais. Il n'y a rien de militant dans leur action. Et pour revenir à ce que disait Alexandra, sur le fait que la dissolution ne servait à rien, alors oui, je pense qu'elle ne sert pas forcément à grand-chose. D'ailleurs, ils sont même très provocateurs si vous allez sur leur site, puisqu'ils disent vous pouvez toujours nous dissoudre de toute façon. Un collectif, c'est un mouvement, ça peut pas se dissoudre, ça se recomposera. Reste que ça leur fait quand même très peur, cette idée de dissolution. Et il y a eu un certain nombre de perquisitions dans un certain nombre de villes de France chez plusieurs de ces responsables-là. Et là, tout d'un coup, ils s'inquiètent de se dire ah mais donc peut-être n'y aurait-il pas d'impunité. Donc quand même la dissolution, elle a quand même au moins un effet déjà symbolique par rapport à tout le reste de la population de dire bah non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc il y a une action qui est menée. Elle est certainement insuffisante, mais c'est quand même le début d'une action. On peut pas juste se dire comme c'est un collectif, de toute façon on pourra rien faire, donc on fait rien. Il faut bien commencer. C'est du Doliprane. Lorsqu'on est malade, il faut soigner la maladie à la source, et la source, c'est bien, recommençons nous-mêmes à arrêter. Nous devons arrêter d'être silencieux, quel que soit le moyen. Nous devons reprendre la parole, refaire débat, redire que nous sommes majoritaires. Une majorité nous avons accepté, nous avons choisi un modèle social, un pacte social des institutions. C'est pas pour nous laisser entendre dire à la première occasion non mais tout ça n'a pas d'importance, nous allons vous dire quelle est la règle, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Il faut arrêter. Ce matin, Cécile Duflot était chez nos confrères d'Europe 1, elle a dit qu'elle était contre la violence, qu'elle était pour la désobéissance civile pacifique. Voilà. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Désobéissance civile pacifique. Se coller les mains sur un pont. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Sandrine Rousseau, qu'on a vu hier en vidéo en train de se castagner avec un chauffeur de taxi, et elle avait la main assez facile. Ça aurait été un policier à sa place, ça l'aurait crié aux violences policières. J'aimerais bien savoir si elle essayait de les séparer pour être tout à fait objective. Elle cognait un peu quand même. Oui, elle cognait un peu. Voilà. Vous savez, je pense que c'est aussi très important de relever toute la contradiction de ces soi-disant militants, parce qu'au fond, ils sont toujours contre ceux qui sont contre les autres. Oui, contre les autres. C'est-à-dire qu'ils se servent d'une cause pour être violents. Mais malgré tout, ces minorités agissantes-là, elles ont toujours une longueur d'avance, c'est la violence, la colère, et la révolte. Allez. Et ça marche beaucoup plus. C'est fini, enfin c'est pas fini, on se retrouve dans un instant, mais première partie. Voilà, pub, et on se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est la disparition de Silvio Berlusconi hier, à l'âge de 86 ans. Les hommages ont afflué de Hongrie, de Russie, de nombreux pays. Nombreux démocrates. Voilà, nombreux démocrates. Qu'est-ce que vous retenez de Silvio Berlusconi ? Parce que quand les personnages de cette... importance meurt, on oublie aussi parfois un certain nombre de choses. Je sais pas, Noémie. Ça m'a fait rire quand j'écoutais la presse hier, justement, quand j'écoutais la radio et que je lisais la presse. Les premières choses qui apparaissent directement, c'est ces soirées bunga bunga. Ouais. On a l'impression qu'on a retenu que ça de toute sa carrière, alors c'est la 6e fortune italienne selon Forbes. C'est un animal politique, c'est une icône du monde de l'entreprise. C'est quelqu'un, qui a traversé les décennies, qui a vraiment imprégné l'histoire et le monde politique. Et donc c'est vrai que c'est étonnant qu'on retienne sur tout ça et que ce soit ça qui soit mis en avant, alors que c'est pas le seul, c'est pas le premier. C'est pour faire le parallèle avec l'étude du point, en fait. Voilà, c'est ça. Berlusconi avait une vie sexuelle plus riche que les jeunes aujourd'hui. Non, mais pour vous, plus sérieusement, pour vous, c'est quoi l'homme qui a révolutionné les médias, je pense que c'est surtout qui a ouvert le populisme d'aujourd'hui? Non, aussi évidemment, mais je pense que c'est surtout
premier qui a pensé la politique autrement. Alors on peut l'aimer, cette façon ou pas, mais en tout cas, il a complètement révolutionné la façon de faire de la politique. C'est le premier qui a utilisé le sport en politique. C'est un géant, un capitaine d'industrie qui a voulu faire de la politique. Je crois que Bernard Tapie, c'était notre. Bernard Tapie, voilà, c'est. Tout à fait. Donc voilà, maintenant qui est tout ce torrent d'éloges. Je pense qu'il ne faut pas oublier qui il était. On est évidemment d'accord là-dessus, mais voilà, je crois que l'Italie lui fait un hommage national. L'Italie est en deuil. Une certaine Italie est en deuil. Oui, il a son lot de scandales, son lot de fêtes un peu particulières. Mais c'est une autre façon de faire de la politique, mais c'est un populiste populaire. Oui. Moi, je retiendrai que c'était un immense communicant. C'était un grand communicant. Il a su utiliser, associer les médias, le business, le sport avec le foot. Le foot en Italie, c'est plus fort que la religion. Donc c'était vraiment. C'est une religion. Il a mis au sommet ce club du Milan AC. Voilà, un immense communicant. Alors, il a pensé populaire. Est-ce que ça veut dire qu'il est allé jusqu'à amener le populisme ? Je suis pas certain. Il savait utiliser le populaire et tout ce qui touchait le peuple et voilà, un grand communicant, assurément. Et le populisme n'est pas un gros mot, hein. Petite parenthèse, mais le populisme, c'est le fait d'écouter le peuple. Moi, je pense pas qu'il faille criminaliser ce terme ou le rendre absolument péjoratif. Il le devient de plus en plus dans le langage courant, mais je pense qu'il faut défendre les vertus du populisme. Je l'entendais effectivement dans le sens négatif, mais c'est pour ça que j'ai fait la distinction populaire et populisme. Dans tous les procès de terrorisme intellectuel, on a oublié tout à l'heure celui-ci. C'est le procès en populisme. Nous, on va revenir sur Berlusconi et la télévision et la 5 tout à l'heure dans l'émission Média. On aura Amanda Lear qui va témoigner. J'ai re-regardé, Gilles Gansman aussi, la première émission. Allez le voir sur le site de l'INA. C'était absolument incroyable ce qu'il avait fait. C'est quand même une vraie révolution avec cette chaîne. Mais on va en reparler tout à l'heure. Pour vous, Jean-Claude, Berlusconi, c'est celui qui a su, à l'époque, au milieu des années 80, justement, décloisonner nos sociétés occidentales où les gens vivent en communauté des politiques, communauté des hommes d'affaires, communauté des artistes. Finalement, il fait quoi ? Il dit moi, je vais pousser les lignes, je vais franchir des barrières, je vais faire une sorte de casser les codes, faire une sorte de révolution à la société. Alors, il y a des tas de choses qu'il faisait pas très bien. Il avait un côté comme ça, un peu canaillou, j'ai envie de dire. Mais en même temps, il y a des hommes comme cela qui poussent les uns et les autres dans leur retranchement. Et de ce point de vue, ça veut bien dire que ici ou là, nous devons aussi savoir poursuivre un effort de réforme dans nos sociétés. Éviter, on parle beaucoup de sociétés clivées en France. Pour revenir à la France, il y a aussi ça. Est-ce que nous sommes capables de temps en temps de dire qu'on se réforme en douceur, mais qu'effectivement on refuse tout ce qui est acquis et qui est complètement figé. Pour moi, c'est ça aussi, Berlusconi. Oui, alors petit mot de Sophie de Menton qui nous écoute et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Peut-être devriez-vous lire toutes les mesures que Berlusconi a prises pour sauver en tant qu'entrepreneur l'Italie d'un communisme rampant, droit de succession sur les entreprises réduite à zéro. Il a incarné un libéralisme décomplexé comme entrepreneur à succès dans tous les domaines contre une presse. Alors je crois que c'est pas elle qui l'a écrite, qui a écrit ça, mais elle me le fait parvenir, contre une presse gauchisante et contre une magistrature trotskiste. Essayons d'oublier les dérapages nombreux et ces frasques de mauvaise aloi pour ne retenir que le positif. Il a fait aimer les entreprises dans son Italie. Je vous en parle en connaissance de cause. Entrepreneur éthique, peut-être que c'est elle qui l'a écrit, mais c'est vrai que c'était. On faut se souvenir d'où venait l'Italie aussi, quand il est. C'est pour ça qu'il n'est pas question de lui retirer cela, et je crois que tous les hommages qui pleuvent ici et là. Et puis une précision, il faut arrêter d'imaginer que nos hommes et femmes publiques
que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit dans le secteur public, ne seraient que des anges, ou que tous citoyens d'ailleurs, qu'on n'est que des anges, des gens merveilleux, des gens très bien. Dans tout individu, il y a une part d'ombre, une part de lumière. Je ne parle pas des complètement fous, mais globalement, en chacun d'entre nous, il y a une part d'ombre, une part de lumière. Des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, qu'on réussit ou qu'on... Voilà, il ne faut pas oublier ça. Il faut arrêter la vision un peu manichéenne de l'histoire. Voilà, les bons, les gentils, les bons et gentils, le bien, le mal. En tout cas, il a marqué, son époque. Il a révolutionné son époque. Absolument. Incontestablement. Quelques mots sur le fond, Marianne, puisque Mohamed Sifawi, qui est l'un des mises en cause alors pour l'instant il est présumé innocent, mais mise en cause dans une gestion plutôt douteuse de l'argent qui lui a été attribué, il devait ce matin être auditionné au Sénat, il n'y est pas, et il y a une perquisition en cours chez lui. Juste un mot, Alexandra, vous suivez vous aussi, Noémie, cette affaire, le fait qu'il n'aille pas à une audition me paraît absolument... Oui, je constate qu'il est plus souvent sur les plateaux télé. Là, il n'y est plus beaucoup. Oui. Non, là, il n'est plus très très invité, le monsieur. Mais je regrette qu'il ne se présente pas à une audition. Oui, je trouve ça tout à fait regrettable. Et ça jette encore plus le trouble sur cette affaire qui nous interroge. Et... qui nous indigne aussi, parce que c'était des fonds, rappelons-le, c'était dans le siège de l'affaire Samuel Paty. Il y a des fonds qui ont été débloqués pour aider, pour lutter contre justement tout ce qui pourrait se développer les milieux complotistes, les milieux islamistes. C'était des fonds qui étaient censés lutter contre tout ce qui avait fait que Samuel Paty avait perdu la vie. Et ces fonds ont été dévoyés, ils ont été utilisés à des fins, apparemment à des fins. Voilà, c'est pour ça qu'on enquête. Il faut être très prudent. Mais évidemment, c'est vrai que cette affaire m'indigne. Évidemment, moi, l'affaire Samuel Paty m'a bouleversée. Je crois que c'est un événement fondateur dans la vie de chacun. Mais soyons prudents, évitons attendons, mais c'est vrai que quand vous êtes auditionné normalement, mais c'est tout simplement inacceptable de ne pas se présenter. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? C'est une obligation, c'est pour ça qu'il doit y avoir une perquisition chez lui, c'est qu'une commission parlementaire, vous êtes obligé de vous y présenter. Le magistrat peut délivrer un mandat d'amener, il peut le faire venir par la force. Pour une audition au Sénat, on peut être contraint? Non, là je parle d'une audition au Sénat. Une audition, le Sénat n'est pas une juridiction, c'est pour ça quand on parlait de refus d'audition, il y a deux choses, et en tant qu'avocat, j'ai envie de dire, il y a d'abord les auditions judiciaires, là, et il peut y avoir un mandat d'amener. Après, sur le Sénat n'a pas un pouvoir judiciaire, donc il n'y a pas d'obligation, il prendra acte, et puis ça aura la conséquence politique. Moi, ce que je voudrais dire sur cette affaire, j'ai presque envie de dire, je me garde de tout commentaire de fond, d'une manière générale. Pour moi, ce qui est important dans notre pays, parce que je suis de ceux qui militent pour que désormais, les rapports de la Cour des comptes, qu'il y ait pour le coup une forme de popularisation des rapports de la Cour des comptes pour que ces rapports ne restent pas dans les tiroirs. Lorsque des magistrats en charge des finances publiques contrôlent, disent qu'il y a des dérives ou des incertitudes, que ces rapports puissent gentiment, je ne dis pas qu'on ne fait jamais rien, mais gentiment être mis de côté. C'est là où l'état de droit, je sais que ce mot est mal compris d'un certain nombre. Ce que je dis souvent, c'est que l'état de droit doit être dans toute sa mesure un fondement de notre société, réellement, parce que les magistrats de la Cour des comptes devraient pouvoir dire, voilà, nous allons sanctionner tout cet argent, nous payons, vous payez, chacun est imposé, depuis la TVA, années, tout cela, nous payons tout cela, et il n'y a pas de suite, notre argent sert à financer tout ça. Donc, je ne parle pas de l'affaire, je dis d'une manière générale qu'il est plus que temps que l'argent public, on sache, et puis on puisse éventuellement que toutes les mesures soient prises et que le pouvoir exécutif soit contraint de prendre, quelles que soient les collectivités publiques ou d'État ou les locales, qu'on puisse sanctionner le mauvais usage de l'argent public. Voilà. Demain, c'est Marlène Schiappa qui doit être entendue. Elisabeth Borne a dit qu'elle ne jugeait pas, utile de se séparer de Marlène Schiappa. Et sans rentrer sur le fond du dossier, le fait que Mohamed Sifawi ne se présente pas malgré toi à une audition laisse à penser qu'il a peut-être des choses à se reprocher. Alors non, on peut pas. Moi, je suis pas
suis pas d'accord. Vous savez, pardonnez-moi, mais chacun choisit son mode de défense. Absolument. Chacun décide. Il peut très bien décider de pas aller là en se disant de toutes les façons, je serai convoqué devant un juge, j'aurai l'occasion. Je dis pas. Ce que je veux dire, c'est que ça ne présume pas de sa culpabilité. En revanche, c'est vrai que ça interroge. Ça présume de la façon dont il organise sa défense. Et en tout cas, vis-à-vis, parce que tout cela, ça fait partie des élites public, nous sommes des acteurs publics, c'est le mauvais exemple que cela donne. Parce que vous allez après dire à monsieur Tartemuche, eh bien voilà, comme telle chose est mal ou telle chose est bien, lorsque vous-même vous ne vous présentez pas devant une institution qui vous demande des comptes, et c'est normal qu'elle vous demande des comptes, ça donne un mauvais exemple. Je rappelle que nous avons une toute petite obligation d'essayer d'être exemplaire. Oui. Allez, ça n'est pas un gros mot. Oui, voilà, c'est ce que pause j'allais dire. Et une auditrice me signale qu'il est obligatoire de se présenter devant le Sénat. Les textes prévoient même des sanctions à suivre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et je vous confirme qu'effectivement, si on ne se présente pas à une commission devant le Sénat, vous risquez 2 ans de prison et 7 500 € d'amende, l'interdiction de l'exercice des droits civiques. Enfin, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues. Est-ce que c'est appliqué? C'est une autre question. Et puis, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas, d'après le texte qu'on vient de lire, effectivement, pour vérifier, il n'y a pas d'obligation de moyen de faire comparaître de force, d'après ce que nous avons lu, une première lecture, de faire comparaître de force, de demander par exemple le recours à l'autorité policière. La commission d'enquête dispose d'un droit de citation. Toute personne dont une commission a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation au besoin par un huissier ou un agent de la force publique. Il a à la requête du... Donc on peut envoyer chercher quelqu'un au besoin. Il y a 2 choses, vous l'avez dit, il y a le devoir d'exemplarité et il y a le respect aussi de la loi, le respect de l'institution judiciaire qui en l'occurrence ne sont pas respectés par M. Sifaoui. Est-ce que le Sénat va porter ça? Alors c'est vrai que nous avons, pour faire un peu de comparaison, nous avons moins la tradition, j'ai envie de dire judiciaire par exemple, des commissions d'enquête d'un certain nombre de pays anglo-saxons, aux États-Unis, où effectivement là, il y a tout de suite une machine judiciaire, c'est contraignant. C'est pour ça qu'il faut qu'on creuse un peu. Je veux bien regarder ça à l'occasion qu'on en reparle. Mais là, c'est le règlement du Sénat. Oui, bien sûr. Et puis de regarder quelle est la pratique, parce qu'au-delà du texte, il y a aussi la pratique et de voir comment est-ce que ça a été appliqué. Vous et moi, on est convoqués devant le Sénat, on meurt de trouille et on y va. Non, on ne meurt pas de trouille. Vous allez d'abord me consulter, on va en parler, puis vous allez y aller sereinement. Et on a confiance en nous. On a confiance. Et on a confiance en ce qu'on a fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de louche dans le fait de ne pas se présenter à cette audition. C'est l'idée qu'on a quelque chose peut-être à se reprocher. Nous ne pouvons pas être ici, avoir un certain discours, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, et avoir ce type de comportement. Je pense que pour chacun d'entre nous, ça discréditerait notre parole ici sur votre plateau que d'avoir ce type de comportement. Si on est convoqué, on va, et même si on a fait quelque chose, eh bien on va en justifier, on peut être sanctionné, nous ne sommes pas infaillibles, nous sommes des êtres humains, mais au moins on répond aux convocations. Alors sans préjuger du fond de cette affaire qu'on ne connaît pas encore, mais je trouve que c'est obscène que le nom de Samuel Paty soit souillé par une affaire de soupçon de détournement public. C'est obscène. Oui, non, absolument. Je voudrais qu'on parle donc de grands dossiers à lire dans le Figaro ce matin à propos de l'écriture inclusive, où on apprend que de plus en plus d'entreprises, de mairies se plient à cette absurdité pour moi. Je prends position. Par la mairie de Paris. À commencer par la mairie de Paris. Citation d'Alain Bentelila, linguiste. L'attribution du masculin et du féminin aux mots relève de choix historiquement arbitraires. On a ensuite utilisé ces genres pour distinguer mâles et femelles. Le combat contre le sexisme présumé de la langue dispense les féministes de salon d'une lutte réelle pour le statut des femmes. Je trouve qu'il a entièrement raison. C'est un très très beau dossier dans le Figaro vraiment, à lire, très complet, vraiment. Nous avons à la région avec Valérie Pécresse. Et vous êtes enseignante à la Sorbonne, et il y a certaines universités plutôt de gauche qui utilisent cette écriture inclusive. Oui, il y a une vraie tentative d'effraction de l'écriture inclusive dans les universités aujourd'hui en France. Nous avons à la région supprimé avec Valérie Pécresse l'écriture inclusive dans tous les documents du Conseil régional. Bravo. Et nous les avons étendus à tous les organismes associés de la région. Moi j'ai dit ici tout le mal que je pense de l'écriture inclusive, qui est une écriture qui exclut.
Bien sûr. C'est une langue qui saccage, c'est une langue qui divise, c'est une... voilà, il faut s'y opposer. Au nom du féminisme, au nom de l'égalité entre hommes et femmes, vous pensez qu'on n'a pas autre chose à faire que dans chaque document mettre... avec un coût, avec une idiotie. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt s'attacher à aider nos jeunes enfants qui ont encore du mal à lire et écrire, qui ont encore du mal avec l'orthographe, etc., que d'essayer de mettre dans des documents. Moi, je pense que ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Ce sont des gens qui roulent pour eux. C'est de l'idéologie. Ce sont des idéologues. Des idéologues. C'est sidérant. Oui, mais, pardon, alors, mais encore une fois, il faudrait une vraie volonté politique. Quand on entend, la ministre de l'enseignement supérieur qui nous explique... Qui est madame quoi ? Retailleau. Bien joué. Bravo. Et smash, on reste dans le tennis. Ouais, alors... je ne suis Frédéric. pas du tout d'accord avec vous, ça m'arrive. C'est bien. Et ça, mais je me disais, zut, on est des... Ouais, on est vraiment mettez-vous d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis d'abord pas d'accord avec vous sur la façon dont on aborde le sujet. Parce que derrière ce terme d'écriture inclusive, vous n'abordez qu'un seul sujet, qu'un seul point, jeu de mots, c'est cette histoire de point médian, point milieu. Non, pas que. Il y a le tous qui veut dire tous pour il et elle. Il y a le ose pour eux. Donc il y a aussi des ça, c'est pas de l'écriture. Ça, c'est pas de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est ce matin d'avoir invité 2 femmes et 2 hommes. C'est ça l'écriture inclusive. Oui. C'est d'utiliser des termes épicènes. L'écriture inclusive, c'est quand on commence une réunion devant une assemblée, on dit bonjour mesdames, bonjour messieurs. On dit plus bonjour messieurs. C'est ça l'écriture inclusive. Non, c'est pas l'écriture inclusive, c'est depuis des années, c'est le marketing qu'il a apporté avec la technologie. Avant, vous receviez des emailing, monsieur expert, j'ai ça à vous vendre. Maintenant, vous recevez Madame Expert. Mais c'est juste ça l'écriture inclusive en vrai. Maintenant, il y a des militants, exactement comme ceux dont on a parlé en début d'émission, des militants supposés écologistes qui font du mal à l'écologie. Et ben là, il y a des militants politiques, des dogmatiques qui viennent essayer. D'accord. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord pour lutter contre la connerie. Il y a 4 ans, j'avais écrit une tribune Stop, arrêtons d'être cons avec l'écriture inclusive. C'est tous les gens qui étaient contre l'écriture inclusive qui la likaient. Ils ne l'avaient pas lu en fait. Mais il faut arrêter d'être cons. Frédéric, vous abordez 2 sujets. L'écriture inclusive, c'est le respect des hommes et des femmes. C'est uniquement ça. C'est pas le fait de venir. Alors ça, c'est respectable et en plus on le pratique tous. À la région, on peut pas dire qu'on a interdit l'écriture inclusive. Elle est pratiquée sans même en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais déjà, on fasse attention un petit peu à l'orthographe et la grammaire et après on verra pour l'écriture inclusive. Vous l'utilisez sans vous en rendre compte. On voit bien que l'écriture inclusive, c'est une machine à laver les cerveaux. Frédéric, vous abordez 2 sujets uniquement quand on l'aborde sous cet angle-là. Frédéric, vous abordez 2 sujets distincts. Le premier, celui de l'écriture inclusive, et pardonnez-moi, l'écriture, c'est l'écrit. Et de l'autre côté, la lutte, ou en tout cas le travail pour l'égalité homme-femme. Ce sont 2 choses différentes. Et je suis désolé. Moi, je suis le premier à défendre le caractère illégal traitement des femmes et des hommes. Ça n'est pas discutable. En revanche, aujourd'hui, sur le plan de l'écriture, alors que nous avons d'énormes sujets, nous avons besoin de moyens, on est en train de mettre beaucoup d'énergie pour qu'il puisse y avoir, comment vous disiez encore, mais attendez, et avec tout le papier que ça suppose, toute l'énergie, etc., on a autre chose à faire. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une partie de nos jeunes concitoyens qui ne savent ni lire ni écrire, et notre préoccupation, c'est d'avoir bien une écriture qui, derrière cela, leur ferait bien comprendre l'égalité homme-femme. Mais non, c'est pas là que se joue le caractère égal homme-femme. Non, la seule préoccupation, c'est d'avoir une écriture respectueuse. Et on perd beaucoup d'énergie à parler d'un sujet qui n'en vaut vraiment pas la peine. Mais parce que c'est comme je comparais à l'écologie tout à l'heure, comme l'écologie punitive. Oui, mais notre rôle, c'est de ne pas tomber dans ce piège. C'est des vrais sujets. C'est vous qui disiez tout à l'heure, on ne se mobilise pas, mobilisons-nous pour. Mais mobilisons-nous moi, je vous dis, je me mobilise pour l'éducation de nos jeunes enfants, parce que l'avenir de nos enfants, ce sont des gamins qui seront bien formés. Vous savez, on dit la France est en perdition dans la globalisation. Le
Le risque demain, c'est que nos enfants ne soient pas au même niveau sur le plan international. Nous dépensons beaucoup d'argent pour l'éducation et on n'y arrive pas. On ne fait pas assez d'ingénieurs, on ne fait pas assez de techniciens. Nous ne sommes pas... Et donc c'est de la fabrique à chômage. Voilà. Donc mobilisons-nous notre énergie et notre argent, les moyens, sur des vrais combats, plutôt que des gens qui n'ont rien à faire et ou alors ce sont des nantis qui sont des élus et qui ont des grosses... Là, on fait juste de la caricature pour lutter contre une caricature. Ça ne me paraît pas être la position raisonnable qu'on a eue depuis le début de l'émission. On ne peut pas accepter que l'école devienne le terrain de jeu de la propagande woke. Je vous assure, c'est terrifiant parce que les premières victimes de cela, ce seront des enfants qui ne retrouvent pas à la maison ce qu'on leur apprend à l'école. C'est-à-dire des enfants qui sont déjà fragiles. Et ça, c'est insupportable. Ce ne sont pas nos enfants qui en paieront les conséquences. C'est toujours la même histoire. Voilà. Toutes ces petites manipulations d'idéologues, ce sont les plus faibles et les plus fragiles qui en payent les conséquences. Et on doit lutter. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, nous, dans un instant pour parler de la télévision de Berlusconi, de la 5. Quel souvenir en gardez-vous? À tout de suite.